Alors je vous préviens tout de suite, j'ai la crève, donc ça va être simple. Salut fraternité citoyen. Aujourd'hui, jeudi 10 mars, nous sommes à 30 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Un mois. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la campagne électorale, elle est un petit peu mise au second plan et elle est couverte par l'actualité internationale et la guerre en Ukraine. On parle énormément des conséquences de cette guerre en France dans la vie quotidienne, ça devrait aussi être un sujet majeur de la campagne électorale. Et pourtant, il va falloir se plonger dans cette campagne électorale, puisque dans moins d'un mois, donc, on va devoir choisir entre une douzaine de candidats, celui ou celle que nous allons placer à la tête de l'État pour les 5 prochaines années. C'est pas rien. Et ça tombe bien, puisque depuis lundi à midi, nous connaissons la liste officielle des candidats, de cette petite douzaine de candidats qui ont reçu 500 parrainages. Donc. Le Conseil constitutionnel a arrêté la liste officielle des candidates et candidats pour l'élection à la présidence de la République. Alors vous le voyez, la liste a été donnée et dévoilée par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. L'ordre des noms est celui du tirage au sort effectué par le Conseil constitutionnel. C'est cet ordre qui sera utilisé officiellement tout au long de la campagne. Voici donc la liste des 12 candidates et candidats à l'élection présidentielle. Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan. Nous aurons donc 12 candidats à l'élection présidentielle de 2022. C'est la moyenne haute. Il y a toujours entre 9 et 12 candidats. Vous voyez, depuis 1974. Seule exception à la règle, c'est l'élection présidentielle de 2002 avec ses 16 candidatures. Alors la liste de ces candidats a été publiée au Journal officiel de la République et c'est un peu le coup d'envoi officieux de la campagne électorale, puisque jusqu'au dimanche 27 mars inclus, dans les médias, c'est l'équité du temps de parole, suivant le poids politique de chacun des candidats, et puis à partir du lundi 28 mars et jusqu'au vendredi 8 avril, au soir à minuit, c'est la campagne officielle, c'est à ce moment-là que tous les candidats ont une égalité stricte du temps de parole, et c'est aussi à ce moment-là que les clips de campagne sont diffusés sur les chaînes de télévision publiques. Alors vous avez remarqué qu'il n'y a pas de pastille instant campagne dans cette vidéo, c'est normal, puisqu'on va parler de la campagne électorale tout au long de la vidéo. Bref, revenons donc à cette campagne électorale très limitée par l'actualité internationale. Commençons avec un petit état des lieux des candidatures, puisqu'elles sont au nombre de 12. Alors j'ai classifié, certes arbitrairement, mais en respectant un minimum les idéologies et les philosophies politiques de chacun, cette douzaine de candidats en groupes et sous-groupes. En plus du président de la République, nous avons 6 candidats à gauche et 5 candidats à droite. Ensuite, on peut sous-catégoriser, sous-classifier ces candidats. On commence avec l'extrême gauche, avec Nathalie Arthaud, de sensibilité trotskiste, soutenue par Lutte ouvrière, ainsi que Philippe Poutou, de sensibilité anticapitaliste, soutenu par le NPA. À la gauche radicale, on retrouve Jean-Luc Mélenchon, de sensibilité éco-socialiste, avec La France Insoumise et sa coalition l'Union Populaire. Et dans le même camp, Fabien Roussel, de sensibilité communiste et eurocommuniste, avec le PCF. Pour la gauche modérée ou le centre-gauche, on a Yannick Jadot avec les écologistes, Europe Écologie Les Verts, et Anne Hidalgo pour le PS, la social-démocratie. Au centre-droit, on a le président sortant, Emmanuel Macron, avec sa coalition Ensemble Citoyen, mais aussi Jean Lassalle, candidat de la droite ruraliste, et Valérie Pécresse avec Les Républicains. Et enfin, à l'extrême droite, on retrouve Nicolas Dupont-Aignan avec son parti Debout la France, Marine Le Pen de sensibilité nationale populiste avec le Rassemblement national, et Éric Zemmour avec Reconquête qui regroupe les forces de l'extrême droite réactionnaire. Finalement, c'est un paysage politique assez large, il y a beaucoup de choix, l'offre politique est multiple, ça va de l'extrême gauche révolutionnaire jusqu'à l'extrême droite réactionnaire, en passant par des projets libéraux, écologistes, sociodémocrates, conservateurs. Bref, il y a du choix. Et en plus de tous ces choix, vous avez le vote blanc.
Tout ça pour vous dire une chose, vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller voter à l'élection présidentielle. Quelle que soit votre réflexion, que ce soit stratégique ou idéologique, que ce soit personnel ou collectif, vous n'avez aucune raison de ne pas voter à l'élection présidentielle. Bref, dans tout ça, on a quand même un sacré problème dans cette campagne, vous l'avez remarqué. Comme je vous l'ai dit, l'actualité internationale surpasse tout en ce moment, et surtout l'actualité politique. Et soyons honnêtes, c'est normal aussi qu'on parle beaucoup du sujet ukrainien, surtout quand on parle de notre sécurité extérieure et aussi de notre pouvoir d'achat. C'est normal de s'inquiéter de la géopolitique et de la diplomatie, c'est normal de s'inquiéter aussi de la hausse du prix du carburant, des énergies, de l'alimentation. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'il y a en fait maintenant plusieurs impératifs qui s'entrechoquent. Vous avez déjà d'une part le problème ukrainien, qui a deux facettes, une facette extérieure et une facette intérieure. La facette extérieure, elle est assurée par le président de la République, qui doit répondre bien sûr avec ses homologues occidentaux à l'agression russe, qui doit maintenir la pression sur la Russie pour qu'elle cesse sa guerre contre l'Ukraine, mais qui en même temps doit essayer avec ses partenaires occidentaux de trouver une résolution diplomatique à ce conflit. Et dans le même temps, vous avez la facette de la politique intérieure de cette crise ukrainienne qui est gérée par le gouvernement et qui consiste à essayer de limiter et de freiner les conséquences de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, notamment sur le prix du gasoil, le prix des énergies, le prix du blé, le prix des matériaux, bref, limiter la perte de pouvoir d'achat des Français. On a donc ce premier impératif qui est urgent, parce que c'est notre vie quotidienne, notamment dans ce qu'il se passe sur le pouvoir d'achat. Et puis vous avez un autre impératif qui est celui du débat démocratique. Habituellement, on a une période, chaque 5 ans, autour de l'élection présidentielle et des élections législatives, de débat démocratique, de vie démocratique, là où on s'engueule, où on fait le bilan du mandat qui vient de s'écouler, où la classe politique va présenter des idées, des projets, un avenir pour la France, et ce sera aux Français de choisir lors des élections. Et en temps normal, le gouvernement, le pouvoir politique, lui, ne fait pas de réforme. Il ne fait qu'expédier les affaires courantes. Mais là, on est confronté à quelque chose de différent. On a d'un côté un impératif démocratique, et de l'autre un impératif diplomatique et économique. Et là, vous voyez, on est face à une situation où le pouvoir d'achat est la préoccupation principale des Français. Ça mérite un débat de fond, un débat fondamental. Mais il y a une urgence telle avec ce qu'il se passe en Ukraine, avec la flambée des prix, qu'il faut que le gouvernement aussi agisse. Tout ça pour vous dire quoi? Que cette campagne électorale ne ressemble pas à une élection normale. Que ce soit du côté du candidat de la majorité sortante, Emmanuel Macron, qui doit jongler entre la diplomatie, les problèmes économiques et sociaux, et une candidature à l'élection présidentielle, et de l'autre côté, nous avons également l'opposition, les oppositions, qui sont un petit peu prises entre deux feux, qui ne peuvent pas forcément tout à fait critiquer le président de la République dans ces graves moments de crise internationale, mais qui pourtant doivent le faire parce que c'est le débat démocratique. C'est compliqué, et pour l'instant, la campagne, elle est asphyxiée. Alors on a vu que depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, il y a des conséquences diplomatiques, économiques, financières, sociales à venir probablement, mais aussi politiques. Et on voit déjà que l'opinion a fortement évolué, notamment dans des intentions de vote. Emmanuel Macron, avant même qu'il se déclare candidat à l'élection présidentielle la semaine dernière, commençait à avoir un effet drapeau derrière lui, c'est-à-dire un effet de soutien, pas massif, mais important, avec une hausse dans les sondages, passant de 25% d'intention de vote à plus de 30%, puisque ce soir, à l'heure actuelle, Emmanuel Macron tourne entre 31 et 33% d'intention de vote. Et tous les instituts de sondage, que ce soit Ipsos, IFOP, Elab, Harris, Opinionway ou BVA, observent cet effet dans les sondages. Et ils n'observent pas que cet effet sur Emmanuel Macron, puisque les autres candidats sont aussi impactés. Ainsi, depuis la fin février, alors qu'il avait retrouvé une bonne dynamique depuis le début de l'année, Éric Zemmour, qui a longtemps considéré Vladimir Poutine comme un modèle, commence à chuter dans les sondages. Il est passé de 15 à 12%. C'est peut-être pas beaucoup, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques mois, le seuil d'accès au second tour va être très serré
Et dans le même temps, Valérie Pécresse, qui perdait déjà des voix depuis le Zénith, depuis son meeting catastrophique au Zénith de Paris, continue de perdre des soutiens et elle s'approche dangereusement de la barre symbolique des 10%. Et d'ailleurs, dans le même temps, là où Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avaient des procès en poutinolâtrie ou en russophilie il y a encore peu, et même ça leur a été rapproché il y a quelques jours encore, eh bien, on n'observe pas le même phénomène que subit Éric Zemmour, c'est-à-dire une perte dans les sondages. Au contraire, ils arrivent quand même à se maintenir et même à progresser, puisque Marine Le Pen arrive à récupérer, avec son électorat déjà populaire assez solide, des voix venant d'Éric Zemmour, et donc de l'extrême droite réactionnaire, qui reviennent dans l'extrême droite populiste. Et puis on a également, du côté de Jean-Luc Mélenchon, un effet vote utile, où on voit que des voix viennent de gauche et vont voter pour Jean-Luc Mélenchon. Tous les deux, Marine Le Pen aujourd'hui elle est entre 17 et 18% d'intention de vote et Jean-Luc Mélenchon est à 12% d'intention de vote, au même niveau qu'Éric Zemmour. Bref, on voit que la partie reste ouverte à un mois de l'élection présidentielle pour savoir qui sera face à Emmanuel Macron, puisque visiblement tout le monde a déjà compris qu'Emmanuel Macron serait au second tour. Et pourquoi cela reste autant ouvert ? Parce qu'il peut se passer encore des choses durant ces 30 prochains jours, notamment une forte progression de Jean-Luc Mélenchon, un vote utile à gauche. C'était déjà le cas en 2017, où Mélenchon était passé en à peine un mois avant l'élection présidentielle, de 12-13% d'intention de vote à quasiment 20%. Et puis Marine Le Pen peut aussi progresser. S'il continue à progresser ainsi, elle peut arriver à 20%. Bref, on verra ce qu'il en est dans 30 jours, parce que d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Une troisième guerre mondiale, peut-être. Bref, je rigole. Quant aux autres candidats, notamment Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo, leur score semble ne pas avoir été trop impacté. Ça a, pour l'instant, eu un effet de figer leur dynamique. Yannick Jadot était en baisse depuis quelques semaines. Ça s'est figé. Fabien Roussel était en augmentation depuis quelques semaines. Ça s'est aussi figé. Tous les deux tournent entre 4 et 6% d'intention de vote. Et puis pour Anne Hidalgo, c'est aussi la même chose. Sa dynamique s'est figée, mais comme elle est à 2% d'intention de vote, c'est assez difficile de voir où elle en est réellement. Bref, ça c'est pour les dynamiques des principaux candidats. Pour les autres, ils ont des scores tellement petits dans les sondages que c'est impossible de voir de véritables dynamiques. Alors si la campagne électorale a pas mal été bousculée par le sujet ukrainien, elle reste quand même un événement majeur dans notre vie politique. Et elle va nous saouler encore pendant 30 jours, 44 si on compte le second tour. Et comme à l'accoutumée, pendant cette période, on va voir s'enchaîner les meetings, les émissions de radio et de télé, les interviews dans la presse écrite, les tractages de militants, les diffusions de clips de campagne, l'envoi au domicile des électeurs des professions de foi et des bulletins de vote. Alors souvenez-vous, il y a 9 mois, on avait déjà fait ça, je vous avais montré déjà une carte électorale française. Carte électorale. Alors ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a un QR code sympathique, une carte électorale, vous voyez. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Par contre, je veux bien voir ce qu'il y a sur le QR code. Bon, en fait, c'est le site du ministère de l'Intérieur sur comment voter. Voilà. Bref, j'aurais voulu vous parler des principaux programmes des candidats, même plutôt des principaux points et des principales idées qu'ils développent chacun. Mais malheureusement, on ne connaît pas encore vraiment les programmes des candidats, notamment celui d'Emmanuel Macron, puisqu'il ne l'a toujours pas sorti. Il a beau avoir envoyé une lettre aux Français la semaine dernière, elle était très vague sur son programme électoral. Bref, je pense qu'on fera cette vidéo sur les principaux projets des principaux candidats à l'élection présidentielle dans 15 jours, et dans un mois, juste avant le premier tour de l'élection présidentielle, on s'amusera à regarder les clips de campagne, bien sûr, et d'ouvrir ensemble les professions de foi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir même les vidéos de Jennifer, notamment sur les visions européennes et les principaux alliés européens de chacun des principaux candidats à l'élection présidentielle. Elle a déjà fait Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Elle fera prochainement Marine Le Pen, Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours donc pour parler des principaux projets des principaux candidats à l'élection présidentielle. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt sur WIP.